On va revenir sur une épreuve qui s'est tenue la semaine passée, qui est le marathon de l'Antarctique, qui réunit une cinquantaine de coureurs sous une température un petit peu fraîche de moins 20 degrés. Voilà, et donc il y avait deux courses, il y avait le marathon le mercredi, et il y en a qui ont re-signé pour le 100 km 2 jours plus tard. Donc le vendredi, ils ont enchaîné avec 10 boucles de 10 km, toujours sur la banquise, toujours à moins 20, moins 30 degrés, exposés au vent à une altitude de 700 mètres, enfin, genre d'exploit assez dingue. Et parmi les 6 cumulards, donc qui ont fait les deux courses, il y avait un Français que nous allons voir, vous allez trouver, il s'appelle Malek Boukherchi, et il s'était préparé pour cette épreuve de façon assez spéciale. Il s'était rendu dans le Val d'Oise, dans un énorme entrepôt où on stocke les produits congelés, et donc il avait mis son tapis roulant là pour s'entraîner à température qu'il allait rencontrer en Antarctique. Comme Rocky. Et voilà, ça fait penser à Rocky. Balboa. Hein, dans le premier Rocky, tout le monde connaît cette scène où il va boxer des carcasses de viande dans le frigo. Mais il paraît que pour Malek Boukherchi, regardez, mais il paraît donc que pour Boukherchi, c'était plutôt le rayon des fruits et légumes. Question de personnalité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on court quand même comme danger quand on s'entraîne dans des supermarchés hyper... dans des frigos? Oui. Mais en fait, pas grand-chose. Enfin, le corps est remarquablement capable de s'acclimater, même aux conditions extrêmes. Il faut savoir que quand on fait un effort, il y a grosso modo les 4/5 de l'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur. Donc, pour un coureur, ça fait 600 calories par heure. C'est l'équivalent d'un bon petit système de chauffage. Donc, on est relativement bien protégé quand on fait du sport à l'extérieur, et même les enfants. Et donc, dans les écoles en Scandinavie, on laisse les enfants sortir à l'heure de la récréation jusqu'à des températures de moins 15 degrés. En deçà, on les garde en classe quand même. Mais jusqu'à moins 15 degrés, on considère qu'il est bon pour eux d'aller prendre un peu d'air frais. Et dans le sport, en tout cas dans les disciplines où on est exposé aussi à ces froids intenses, comme le ski de fond, on fait partir les coureurs jusqu'à des températures négatives de moins 20 degrés. Alors, cela dit, ils sont quand même équipés. On sait aussi qu'on perd beaucoup d'énergie, de calories par les extrémités, donc bonnet, gants, ils sont bien équipés quand même. Et alors là, ils sont remarquablement équipés. Et on a fait des progrès en technologie de protection contre le froid étonnants. Actuellement, la mode veut qu'on superpose les habits, avec chaque fois des qualités spécifiques de chacun des habits. L'un pour garder le chaud, l'autre pour permettre l'évacuation de la sueur, et puis pour protéger de l'humidité, du vent, etc. Et donc on est avec une superposition de couches qui pose un problème, c'est au moment où on doit se déshabiller. Et Malek Boukherchi disait qu'un des gros problèmes qu'il rencontrait dans ses courses en Antarctique... C'est faire pipi. Et oui, c'est faire pipi proprement en été. C'est compliqué. Et pour ce qui est des extrémités, donc là, le problème, c'est que ces extrémités sont exposées, parce qu'il y a des grandes surfaces d'échange thermique, pour des faibles volumes, donc elles sont exposées au froid, et en plus, elles sont moins bien irriguées. Donc l'irrigation sanguine cutanée, le sang qui circule sous la peau, peut être abaissé à 1/10, même 1/15 de sa valeur de repos. Et donc à ce moment-là, ce qui peut arriver dans les cas les plus graves, c'est que l'extrémité en question, les oreilles, le nez, les doigts, les orteils, gèlent carrément. Justement, on va regarder deux images qui sont assez choquantes de gelures, comme on en découvre parfois dans les hôpitaux de montagne. Au début, ça n'a pas l'air trop grave, mais quand une partie du corps gèle vraiment et en profondeur, les chairs nécrosées finissent par noircir, quand on va le voir, et on n'a pas d'autre choix que d'amputer pour éviter carrément la gangrène. Et ça, c'est une vraie hantise pour les grands sportifs. Pour les alpinistes, pour les explorateurs polaires. Donc, ceux qui ont été les premiers à arriver au pôle, c'était l'équipe de Amundsen en 1911. Ils avaient déjà la perspective que peut-être dans cette équipe, certains seraient atteints de gelure. Et donc, Amundsen avait demandé à son fidèle lieutenant Frédéric Geertsens d'aller faire une formation express à l'hôpital d'Oslo pour savoir où couper dans l'éventualité où un des membres de l'équipe allait devoir être amputé. Et donc, il a fait cette formation. Il n'était pas médecin du tout, mais pour répondre à l'urgence. Grâce au ciel, il n'a pas dû mettre son apprentissage en pratique. Les 19 membres de l'équipage d'Amundsen sont tous rentrés sains et saufs au bercail, ce qui est une performance. Les membres de l'équipage, mais pas les chiens. Et bien ça, c'est un truc qu'on ne dit jamais, mais dans cette histoire de la conquête du pôle Sud, ils sont partis avec 52 chiens et ils sont revenus avec 11 chiens seulement. Alors certains étaient morts parce que dans les accidents et les aléas du voyage, mais beaucoup avaient été sacrifiés pour donner à manger aux autres chiens des équipages restants et pour donner à manger aux hommes. Et Amundsen lui-même dans ses carnets écrit que c'est très difficile de faire le choix des animaux qui seront gardés et ceux qui seront sacrifiés. Alors ça s'est beaucoup moins bien passé pour l'équipe rivale du Britannique Robert Falcon Scott. Alors il faut se remettre dans l'esprit de l'époque, il y a une compétition terrible entre les États pour savoir qui aura la première délégation au pôle Sud. Et donc là, en l'occurrence, on a d'un côté l'équipe des Norvégiens, celle d'Amundsen, et de l'autre les Britanniques, dirigés par Robert Falcon Scott. Et ils partent à la conquête du pôle, mais dans une compétition qui laisse le marathon de l'Antarctique dont on parlait tout à l'heure à l'équivalent d'une promenade de santé. C'est vraiment extrêmement dur comme compétition. Et c'est Amundsen
qui gagne. Et Scott s'en aperçoit parce qu'au moment où il arrive à l'objectif, là il voit les traces du campement d'Amundsen, donc il sait qu'il a perdu. Il y a 5 semaines de décalage seulement entre les deux, ce qui est très très peu parce que ce sont des voyages qui se déroulent à l'échelle de 2 ans, enfin donc c'est pas beaucoup. Et donc il arrive au pôle sud, il voit les traces du campement, il sait qu'il a perdu, il écrit dans son carnet de bord, le pire est arrivé, ceci est un endroit horrible, et puis surtout il sait qu'il y a le trajet du retour qui risque d'être très dur. Ça a été difficile. Et ça a été carrément dramatique. En fait, tout ce qui pouvait se passer de pire s'est déroulé. Ils avaient pris des engins motorisés avec des chenilles, ils sont tous tombés en panne. Ils avaient emporté des poneys pour tirer le matériel, des poneys de Mandchourie. Ils ont été mangés par les chiens. Ils avaient déposé des vivres sur le chemin à l'aller en se disant qu'ils pourraient les retrouver au retour. Ils ont dévié de leur trajectoire et ils ont loupé la nourriture. Et donc les 5 conquérants du pôle sont morts les uns derrière les autres de fatigue et de faim et de blessures. Et ça termine avec l'histoire, on s'imagine la scène de Scott lui-même qui est sous sa tente, il n'a plus l'ambition d'avancer, en fait il n'a plus rien à manger. En plus ils ont eu des conditions météo horribles, et donc il écrit des lettres à ses proches, sachant que ces lettres seront retrouvées et puis dirigées, voilà. Et alors, il écrit dans son journal, et donc on imagine le type qui meurt comme ça en écrivant. Et alors, dans son journal, à la dernière page, il dit « Les choses ont tourné contre nous, nous nous inclinons devant la décision de la Providence ». Et ce carnet de bord de Scott est visible au British Museum, et c'est très impressionnant parce qu'on voit une écriture hésitante. Il avait déjà les mains gelées, vraisemblablement, et donc il était en train de mourir en écrivant à ses... British Museum. Océan. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.